Mais donc, on démarre avec Jean-Pierre Clamadieu. Bonjour, Bonjour. Jean-Pierre, merci de venir nous voir. Oui, je le disais, c'est président d'Engie, oui, aujourd'hui. Mais en fait, et d'ailleurs, on va en dire un mot. C'est quand même toute votre histoire qui s'est construite autour de l'industrie, alors française et européenne. Oui, absolument. Aménagement du territoire dans les années 80, c'est vous qui le racontez. Oui, absolument, voilà. oui, tout à fait. Cabinet de Martine Aubry. Absolument, restructuration industrielle à l'époque, bien sûr aussi opération de développement dans un certain nombre de secteurs, et puis... le chimiste Rhodia, voilà. L'industrie me rattrape, si je puis dire, en me proposant de venir travailler chez Rhodia, donc industrie chimique, très, très grosse consommatrice d'énergie, d'où mon intérêt depuis longtemps sur ces sujets énergétiques, et puis... un parcours finalement qui m'amène au bout de quelques années à prendre la direction d'un Rhodia en pleine crise, redressement de Rhodia. Solvay vient frapper à la porte, propose une OPA amicale sur Rhodia et me propose de prendre la tête du groupe ainsi constitué. Et donc effectivement, pendant 7 ou 8 ans, j'étais à Bruxelles dirigeant un grand groupe mondial dans ses ambitions, mais européen par son histoire. Et j'en ai conçu quelques convictions, et puis c'est vrai qu'à arriver à la soixantaine, je me suis dit c'est le moment de devenir non exécutif. Ça me donnera un petit peu plus de temps pour peut-être réfléchir, voire même écrire. En réalité, je suis un non exécutif assez actif. Et ça, on l'avait compris. On m'a proposé je suis devenu. M'emmenez pas sur terrain-là où je vous poserai des questions qui ne sont pas les questions du moment. On m'a effectivement proposé de prendre la présidence du conseil d'administration d'Engie, et ce qui me permet de me confronter cette fois-ci en tant que producteur aux problématiques énergétiques, et plus encore aux problématiques de la transition énergétique. Et puis, transition énergétique, c'est quand même un driver essentiel de l'industrialisation ou d'ailleurs de la désindustrialisation. Exactement. Et effectivement, j'ai le sentiment d'être un petit peu au cœur de ces sujets. 12 petits livres qui a été rédigé alors entre la crise du Covid et la crise ukrainienne. Ceci dit, je pense que on pourrait, si je l'écrivais aujourd'hui, je rajouterais sans doute 1 ou 2 chapitres pour tirer quelques leçons de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Mais l'essentiel, des messages est là. Je pense qu'il n'y a pas... Alors il y a peut-être, mais on va en parler, il y a peut-être un espoir européen qui, au regard des dernières négociations énergétiques diverses et variées, voilà. Et puis il y a tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais on va en parler. Mais démarrons par le démarrage, parce que il y a un truc. Alors vous allez voir, je fais un rapprochement entre la phrase que je vais lire là, donc 7 mai 71 à Toulouse. Georges Pompidou avait eu ces mots qui résonnent avec une étonnante actualité, écrivez-vous. Nous avons dans les domaines les plus avancés, 1971. Énergie nucléaire, espace, aéronautique, électronique, informatique, exploration des océans, conquis notre place dans le peloton de tête des nations, non par un vain désir de prestige, mais par la conviction que le monde moderne est dominé par le progrès scientifique et technique, et qu'un pays qui ne consent pas l'effort intellectuel et financier nécessaire pour être dans le train est condamné irrémédiablement à la médiocrité et à la dépendance. C'est vrai que cette citation, si je l'ai reprise intégralement, c'est qu'elle m'a frappé. Ah, elle est puissante. Et non, mais je vais juste mettre une petite photo envoyée par Elon Musk sur Twitter il y a quelques jours. Elon Musk se félicite de ce que SpaceX a réussi à lancer 2 fusées dans la même journée, en 4 heures. Ouais. L'Europe va lancer 2 fusées en 1 année. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette phrase-là de Pompidou et que 50 ans plus tard, on soit dans ce désastre industriel, Jean-Pierre? Alors, moi j'aurais pu, comme je suis un optimiste, je vais prendre un autre point d'arrivée, mais je reviendrai. Oui, mais je veux démarrer sur le point de départ. Non, mais absolument. Non, mais quand vous dites ambition, et puis aujourd'hui sur l'espace, c'est vrai qu'on est, pour une série de raisons, d'ailleurs un peu déconnectés les unes des autres. Attendez, mais l'Europe nucléaire, on en dit, il reste, dans ce qu'il cite, il reste que l'aéronautique. Voilà, il reste qu'un. J'allais quand même le dire. Voilà. J'allais quand même le dire, parce que le point très positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est un acteur européen qui est le leader mondial de l'aviation commerciale. Et Airbus prend plus de commandes que Boeing, fabrique chaque année et livre plus d'avions que Boeing, et je pense est devenu un leader incontesté sur les avions monocouloirs, et quelqu'un qui joue à niveau égal avec Boeing sur les avions long courrier. En revanche, dans le spatial, on est dans une période où l'Europe n'a pas de lanceur. Elle n'a pas de lanceur parce que Ariane 6 n'est pas prêt, parce que Vega a quelques difficultés. Jean-Pierre, on sent bien. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a perdu. Je pense que on a
perdu cette ambition et que la dynamique, moi pourquoi je cite ça? Parce que 71, je m'en rappelle. C'est-à-dire que le premier vol d'Ariane, le premier vol de Concorde, le premier vol d'Airbus, c'est des choses qui m'ont marqué. Je ne sais pas si vous le savez. Autant que le premier pas de l'homme mais sur la bien Lune. sûr. Et au fond, c'est là où ma vocation d'ingénieur s'est formée. Jean-Charles Decaux a dans son bureau un point de vue que son père écrit dans le New York Times au moment où les Américains refusent le survol de New York par le Concorde. Et il dit à ce moment-là, on est en 76, et il dit... Mais vous êtes fini, l'Amérique. Si vous refusez le progrès, alors ça y est, c'est l'Europe qui a le vent en poupe. Vous êtes bientôt foutus. Donc, moi, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans cette déliquescence? Vous le dites à un moment, un mot. On n'a pas pris la mesure de ce qu'impliquait la mondialisation. Oui, et puis je crois qu'à nouveau, on a progressivement laissé s'éroder nos ambitions. On est resté quelquefois, je pense que l'espace en est malheureusement un exemple, dans une logique de coopération européenne égale juste retour. Chacun met un peu dans un programme et puis doit avoir le retour. Du coup, on construit des programmes très complexes dans lesquels on a une organisation industrielle qui est absolument pas efficace. Tout à fait. Airbus, on est complètement sorti de ces sujets. Airbus, c'est pas une entreprise franco-allemande, espagnole, c'est une entreprise européenne, avec des dirigeants européens qui ont une vision européenne et puis des ambitions mondiales, bien sûr. Et la différence entre les deux est frappante. Vous parlez aussi à un moment, et c'est même d'ailleurs le titre d'un chapitre, c'est quoi? C'est l'industrie ne reste pas, les usines ne restent pas dans le formol. Ouais, voilà. L'industrie ne se conserve pas dans le formol. Ne se conserve pas dans le formol. Et vous parlez du problème quand même des politiques vis-à-vis des vaches sacrées. Est-ce que on peut raconter? Alors je vais vous laisser le raconter parce que c'est ça qui est vraiment chouette. Donc je ne connais pas le site de Chalampé en Alsace. Ouais. Probablement un des plus impressionnants sites de chimie européens. Ouais. Probablement un site très impressionnant parce que c'est de la chimie lourde par les quantités qui sont traitées, mais avec un degré de technicité qui est celui de la chimie fine, des procédés dans lesquels on utilise des produits qui sont extrêmement dangereux. Et ce qui m'a frappé, j'ai fait un jour une visite avec un groupe d'analystes financiers, et l'ingénieur qui nous présentait la salle de contrôle, qui d'ailleurs ressemble à une tour de contrôle d'aéroport, nous dit ici, notre vision de la sécurité, nos objectifs, c'est ceux de l'industrie aéronautique. Ouais. Et effectivement, ça veut dire une maîtrise des procédés qui est vraiment d'un niveau très impressionnant. Et quand on voit ce site, on a effectivement un sentiment de maîtrise. Et c'est un site, en fait, c'est un des 3 sites mondiaux qui fabriquent les intermédiaires nécessaires à la fabrication de nylon. Voilà. Et alors, j'ai pas bien compris, c'est Solvay qui l'a vendu à BASF. C'est Solvay qui l'a vendu à BASF. Mais ce que je comprends bien, vous dites, si j'avais été... je suis belge, je peux le faire. Et donc, vous vous félicitez d'ailleurs de ce que BASF multiplie les investissements dans ce site incroyable. Mais vous avez l'air de dire, si j'avais été français, si j'avais été Rhodia à ce moment-là, j'aurais eu sans doute un veto politique. Non, mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, la vision, et la lecture des journaux au quotidien nous le montre, le fait que des usines se créent, mais que des usines disparaissent aussi, c'est la vie réelle du monde des affaires, c'est la vie réelle de l'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Et que quand effectivement on constate que il faut se transformer, il faut remplacer un type de production par un autre, on le gère souvent sous la forme d'un drame. Et ça, il faut qu'on arrive à sortir de ça. Il faut qu'on accepte le fait que l'industrie doit évoluer. Les technologies évoluent, les demandes de nos clients évoluent, le contexte réglementaire dans lequel on opère évolue, et donc il faut qu'on soit capable de faire évoluer nos activités. Et il faut être capable de créer rapidement des activités nouvelles. Pas si simple en Europe, on le voit sur un certain nombre d'exemples. Et puis, il faut être aussi capable de mettre un terme à un certain nombre d'activités quand on considère qu'elles ne constitue plus un élément important pour l'entreprise qui les porte. Alors il faut qu'on le fasse avec responsabilité, il faut qu'on le fasse en préparant l'évolution des salariés qui sont impactés par cette décision, l'évolution, si c'est une opération importante, l'impact sur les collectivités, mais il faut qu'on accepte que l'industrie, ça vit. Et c'est ça qu'on a du mal à accepter. Le développement du TGV, comment je veux dire, je veux pas rentrer dans une polémique. Je veux juste comprendre. Le nom de Martine Aubry, il est cité comme ça, mais
à aucun moment, fondamentalement, vous mettez en cause les responsables politiques. Et néanmoins, moi, quand j'entends les industriels expliquer ce qui s'est passé, c'est quand même un cocktail entre 35 heures, impôts de production et ce que vous décrivez, c'est-à-dire les vaches sacrées. C'est ce cocktail-là, quand même, qui, à un moment, amène à la catastrophe. Oui, bon, le livre ne se voulait pas être une mise en cause ou une recherche de responsabilité individuelle. Moi, je pense que la responsabilité est quand même très, très collective, hein, et les industriels, bien sûr, en portent une partie. Mais oui, on a non, mais c'est important, ça, Jean-Pierre. C'est trop facile. Vous dites, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment... Non, vous dites aux industriels, c'est trop facile, les gars, de vous dédouaner derrière les politiques. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on a des responsabilités qui sont partagées. Je veux dire, les entreprises, ça se transforme dans le calme et une forme d'adhésion quand on prend la peine d'expliquer. Quand on prend la peine d'expliquer, un dirigeant d'entreprise ou un patron de site industriel aujourd'hui, il passe beaucoup de son temps à expliquer à ses équipes directement, par la voie hiérarchique, au travers de la discussion avec les partenaires sociaux, quelles transformations sont nécessaires. Et ça, il faut absolument qu'on le fasse. Et quand on ne le fait pas, quand on choisit des raccourcis ou quand on n'a pas créé les conditions qui permettent cette explication, eh ben, ces transformations, elles se font dans la douleur ou elles sont bloquées pour toute une série de raisons. Mais je pense qu'il faut... moi, j'ai travaillé quelques années au Brésil, qui était un moment fort de mon expérience professionnelle. C'est la première fois où j'avais la responsabilité pleine et entière d'un business. Moi, et d'une très grosse usine, hein, qui était à Chalampé, qui était près de São Paulo, en fait, à une centaine de kilomètres de São Paulo, une usine qui avait plus de 1000 personnes. C'était un des plus gros sites chimiques d'Amérique latine. J'ai fait de la transformation, et au Brésil, la transformation est facile. C'est facile parce que si vous arrivez un matin en disant « ça fait des années qu'on marche droit vers le nord », ce matin je me suis réveillé en disant qu'aller vers l'est c'était peut-être mieux, la première action c'est de dire « ah ben oui tiens, pourquoi pas, on n'avait jamais essayé, et puis peut-être oui, là on va voir des choses nouvelles ». En France, si vous faites ça, on vous dit non mais arrêtez, on a essayé 10 fois, ça marche pas, nous on marche vers le nord. C'est ce que je vais vous dire sur la réindustrialisation, mais et donc juste c'est la difficulté qu'il faut arriver à lever et qui est particulièrement forte en Europe. Je pense que les États-Unis ont une situation un peu intermédiaire, la transformation y est plus facile, mais en Europe il y a une énorme barrière à franchir pour s'engager dans la démarche de changement. Alors vous espérez, non c'est marrant, mais elle n'est pas impossible. Votre prédécesseur Gérard Mestrallet était aussi enthousiaste sur le Brésil, mais c'était il y a 20 ans. Et donc, voilà. Enfin bon, bref, c'est un autre élément sans doute intéressant à regarder. Mais culturellement, le Brésil est un pays dans lequel on s'est bougé, on s'est transformé. Alors, il y a plusieurs Brésils. Hein. C'est vrai que le Brésil que je connais, c'est un Brésil très éduqué. C'est un Brésil dans lequel le niveau de compétence, c'est un peu le Brésil d'un frère. La puissance de la nature est capable de faire des avions et aussi capable de faire de la chimie dans de très bonnes conditions. Mais on a en Europe, et pour moi, c'est pas un constat qui pousse à l'immobilisme. C'est un constat qui dit que si on veut transformer, il faut s'engager avec force, et il faut le faire dans un contexte de dialogue. Probablement le tiers du rôle d'un dirigeant, ou le tiers de son temps, il le consacre à expliquer, convaincre, emporter. C'est quelquefois des leaders, mais c'est aussi le dialogue social. Alors, Jean-Pierre, le Covid a servi d'électrochoc. Oui, et la crise ukrainienne aussi. Voilà. Double électrochoc. Et après, vous dites qu'il faut poser les bonnes questions. Et notamment, vous dites, attention, sur les masques, par exemple, on avait plus besoin de bons acheteurs que de bonnes usines. Oui, moi j'ai entendu un discours dans lequel on disait finalement les masques et les vaccins, même combat. Ouais. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, l'Europe n'a pas besoin, la France n'a pas besoin de produire des masques sur son territoire. Ce dont elle a besoin, c'est d'avoir des supply chains organisées qui permettent d'accéder à des masques de telle manière que quand tout d'un coup il y a une demande mondiale pour ce produit, tout le monde ne se retourne pas vers le même producteur, la Chine, qui a beaucoup de difficultés à faire face. Et ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle un bon acheteur, ça s'appelle un bon logisticien, un bon organisateur de supply chain. Quand on parle vaccin, là c'est différent, où je pourrais parler puces, là il faut qu'on ait des savoir-faire, des compétences. On ne peut pas simplement se dire, quand il y a un problème demain, je vais aller acheter mes vaccins à droite ou à gauche. Non, il faut qu'on soit capable, en Europe, d'avoir les ressources qui permettent d'apporter une partie de la solution.
Parce que c'est ça qui nous donne la capacité à aller chercher les autres blocs, et c'est ça qui nous permet de réagir rapidement. Une partie de la solution. Oui, parce que moi je crois pas à une Europe qui soit fermée et qui dise je vais tout faire chez moi. Ouais. C'est pas possible, même sur les vaccins. Mais il faut qu'on ait le savoir-faire, et il faut qu'on l'utilise. Et il y a des domaines dans lesquels on est dans une situation très, très, très particulière. Les chips, aujourd'hui, tous les semi-conducteurs, ils sont fabriqués, en tout cas les versions les plus avancées, à partir de machines qui sont fabriquées par une entreprise qui était totalement inconnue il y a 3-4 ans, Absolument. Qui s'appelle ASML, qui est une entreprise néerlandaise, qui a une capitalisation boursière qui est de l'ordre de celle d'Airbus aujourd'hui. Elle est l'élément clé de la chaîne, à tel point que les Américains viennent quasiment d'imposer au gouvernement néerlandais de mettre des restrictions à l'exportation vers la Chine des versions les plus avancées de ces machines. Donc l'Europe, là, elle a un savoir-faire, sauf qu'elle n'a pas su l'utiliser, elle n'a pas su développer à partir de cet élément-là un bout. Je ne pense pas que l'Europe doive fabriquer tous ces microprocesseurs, mais elle en fabrique presque pas aujourd'hui. J'exagère un peu si je dis presque pas, mais ST Micro les quand amis même. de ST Micro, effectivement, vont réagir. Mais elle en importe la très très grande majorité. Et donc il faut qu'on ait, je pense que cette vision de l'indépendance stratégique, elle est clé. Mais l'indépendance stratégique, c'est pas je suis dans ma boîte, je ferme les frontières, je fais tout chez moi. Ça marche pas. Qui, Jean-Pierre, c'est ça le problème sur lequel on bute. Alors, deuxième chose avant d'aller sur cette question, c'est donc se poser les bonnes questions et ne pas courir après le passé. Vous dites la relocalisation, non. Non, je crois que c'est pas l'objet. L'enjeu aujourd'hui, c'est, et je crois qu'on le fait d'ailleurs, c'est je regarde mes supply chains et je regarde quel est mon degré de dépendance face à un certain nombre de pays ou face à un certain nombre d'événements de rupture. L'Ukraine en a été un bon exemple, la pandémie un autre, et ça me conduit à prendre des décisions d'organisation de ma supply chain qui sont un peu différentes. Mais on va pas faire tout. On va pas faire tout. Enfin, il y a vraiment des produits qui se fabriquent mieux dans des pays. Oui, mais même on va pas. Alors, vous citez pas d'exemple, mais il y a un moment que vous racontez qui est intéressant. La fabrication automobile est par exemple assez largement partie de France. Bon, voilà, elle est partie de France. Elle est partie de France. Et Non, mais je crois et ainsi soit-il. C'est ça que vous dites. Ouais. Non, je dis pas ainsi soit-il. Je dis que l'enjeu, c'est pas aujourd'hui de faire revenir des chaînes de montage de véhicules en France. En revanche, fabriquer des batteries dont on se dit qu'elles sont le composant essentiel de la voiture électrique de demain, ça, c'est un combat qu'on peut gagner et c'est un combat qui est beaucoup plus structurant. C'est ça que j'essaye d'expliquer. On peut le prendre d'ailleurs l'exemple sous la vision géographique. Et il y a un endroit qui est très intéressant, c'est Dunkerque. Dunkerque, quand je m'occupais de restructuration industrielle à la délégation à l'aménagement du territoire il y a très longtemps, c'était ce qu'on appelait un pôle de conversion. C'était une zone très touchée par le départ de l'industrie sidérurgique. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, Dunkerque, il y a une concentration de projets qui sont autour de la transition énergétique et climatique, qui sont remarquables. Dunkerque va devenir en France un des 2 grands pôles avec la région de Marseille de production d'hydrogène, qui va servir à décarboner l'acierie d'ArcelorMittal. Je l'espère en tout cas. La décision reste à prendre, mais je crois qu'on est en train de faire en sorte qu'elle puisse se prendre dans les meilleures conditions possibles. On va décarboner l'acierie, qui va devenir une acierie à ce qu'on appelle la réduction directe et qui n'émettra plus de CO2. Par ailleurs, et nous sommes, nous, ONG, intéressés à produire cet hydrogène. Cet hydrogène, on peut le recombiner avec le CO2 de l'acierie pour fabriquer des carburants synthétiques, des e-fuels ou des SAF, comme on dit. J'ai entendu parler de ça. Dans le domaine de l'aéronautique. Et puis, dans cette même région de Dunkerque, il y a un grand projet de batterie qui est en train de se localiser. Et je pense que les territoires, il faut qu'ils se projettent vers ce qu'est l'industrie de demain. Et qu'on ne soit pas à regarder derrière nous, à dire on va faire revenir Pierre-Paul ou Jacques qui est parti fabriquer ses composants. Oui, mais c'est une volonté publique ou c'est une volonté privée ? C'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Dans l'exemple que je prends de Dunkerque, ou du développement de l'hydrogène, on ne pourra pas avancer sans soutien public. Il faut une direction, il faut une priorité stratégique. Sur l'hydrogène, elle est clairement donnée, je pense, à la fois au niveau européen et au niveau français. Et puis derrière, il faut un certain nombre d'outils. Et puis après, il faut des industriels qui portent des projets.
Alors, non, elle n'est pas claire. Enfin, elle est clairement donnée, non. C'est-à-dire, vous dites, donc, il y a Non, attendez, j'ai dit orientation stratégique clairement donnée. Sur l'hydrogène, c'est un bon exemple. C'est un parfait exemple, quand même, de ce qui est en train de se passer, Jean-Pierre. Donc, vous dites à un moment, c'est une phrase importante, d'ailleurs, je crois, de votre bouquin. Donc, pour avancer, l'avenir, et ça s'appelle quand même l'Europe, avenir de l'industrie française. Donc, pour vous, l'avenir est forcément européen. Mais vous dites, l'Europe ne doit pas renoncer. Ah non, l'Europe doit assumer d'être une puissance normative. Oui, qui contribue activement à la définition de nouveaux standards de mesures de performance extra-financière. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui nous tue. Et aujourd'hui, cette invraisemblable et interminable discussion autour du rôle du nucléaire, notamment dans l'hydrogène, est sans doute le symbole de tout ce qui freine aujourd'hui notre réindustrialisation. Alors, je vais développer, c'est probablement un point que je développerai si je réécrivais aujourd'hui ce livre au vu de ce qui s'est passé depuis 18 mois. Je pense que l'Europe est effectivement une puissance normative qui se construit autour de règlements et de normes qui ont été mises en place et qui s'appliquent dans le territoire de l'Union européenne. Il y a certainement un excès dans ce domaine. Mais là où il y a une absence complète, c'est qu'on ne se projette pas à l'extérieur. Les normes qu'on met en place, on ne sait pas ensuite convaincre nos partenaires économiques de s'engager dans cette même voie. Je vous prends un exemple lié à l'industrie chimique. Quand on a mis en place la réglementation qui s'appelle REACH, qui est une réglementation très, très importante sur l'évaluation de l'impact sur la santé d'un certain nombre de produits, on a fait une très belle réglementation complexe. Elle est d'ailleurs en cours de révision avec des effets potentiels sur certains secteurs de l'industrie chimique qui sont importants. Mais on s'est arrêté là. Dans le même temps, les États-Unis s'engageaient dans une réévaluation de leur propre réglementation. La Chine voulait mettre en place une réglementation sur le même sujet, mais l'Europe n'est pas là avec ses diplomates, avec ses dirigeants pour dire les gars, nous, on a fixé une norme. Alors, évidemment, pas oui, parce qu'elle n'est jamais vraiment alignée, en fait. Oui, absolument. C'est tout le problème. Soit tu as un problème entre la France et l'Allemagne, soit tu as un problème avec l'Europe de l'Est, soit tu as un problème... Et alors là où et donc cette construction normative, c'est une espèce de plus petit dénominateur commun qui donne le plus Mais alors souvent... moi je suis persuadé qu'elle est essentielle, la construction normative, mais elle doit rester raisonnable et surtout elle ne remplace pas l'incitation. Et pour vous évoquer le fameux Inflation Reduction Act, l'IRA dont on parle tous aujourd'hui... Absolument. Il y a un exemple qui est vraiment frappant, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène, je pense qu'il y a une conviction assez large que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui a des caractéristiques telles, en particulier en matière de transport, en matière de stockage, et puis des utilisations dans certains secteurs d'activité, en gros la décarbonation de l'industrie lourde et le transport lourd, qui en font un élément important dans nos systèmes énergétiques en pleine transformation. Absolument. Une sorte de complément de l'électricité pour produire accélérer de l'énergie, accélérer la décarbonation et puis faire face aux intermittences des usages. Simplement, aujourd'hui, l'hydrogène vert, ça coûte quelques euros de plus, on va dire 5 ou 6 euros de plus à produire que de l'hydrogène produit à partir de gaz fossile. Et donc, face à ça, qu'est-ce qui se passe ? En Europe, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on discute avec plein de gens très intelligents autour de la table sur la définition de l'hydrogène vert. Exactement. C'est quoi de l'hydrogène vert ? Est-ce qu'il y a du nucléaire ? Est-ce qu'il y a nucléaire ou pas ? Voilà, globalement. Quelle couleur exacte ? On a 4 couleurs là aujourd'hui d'hydrogène quand même. C'est magnifique. C'est un stylo bic comme à l'école. Le concept d'additionnalité, pour que de l'hydrogène soit vert, il faut qu'il soit produit à partir d'électricité verte qui n'ait pas fait l'objet elle-même d'un soutien public. Enfin bref, un espèce d'usine à gaz très compliquée. La bonne nouvelle, la Commission a finalement, mais il y a un mois et sans doute pour les raisons que je vais expliquer quant à ce qui se passe aux États-Unis, la Commission a finalement mis sur la table un document plutôt pragmatique, même si sur l'hydrogène, il fait pas l'objet d'un consensus spontané entre les États membres. Et aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà. Sans que personne en tout cas en Europe ne l'ait perçu, en une nuit, on a ajouté dans l'Inflation Reduction Act une disposition qui doit faire une page ou deux, qui dit quand vous produisez de l'hydrogène, dès lors que la quantité de CO2 associée à cette production est inférieure à un chiffre, vous avez un crédit d'impôt de $3 par kilo. Je peux vous dire que j'étais en juin dernier aux États-Unis où je faisais le point avec mes équipes sur les projets hydrogène. On me disait, on a pas mal d'idées, là, il y a 10, 15 projets qui pourraient être intéressants, mais les économiques, on n'y est pas. Le simple fait
de mettre en place cette disposition avec ce crédit d'impôt simple, impactant, prévisible, permet de transformer un certain nombre de ces idées en projets. Et en Europe, et vous racontez ça, Jean-Pierre, et vous continuez à penser. J'avais la petite phrase de votre confrère de Repsol, c'était une réunion des pétroliers à Houston, il y a une dizaine de jours, qui dit, vous avez de la chance, donc il parlait aux Américains, vous avez de la chance, vous avez un cadre pour 10 ans, un cadre clair qui vous permet de prendre des décisions. Ce que vous avez ici, c'est une carotte, ce que nous avons en Europe, c'est un bâton. Oui, mais le bâton, c'est l'excès de réglementation. Mais je pense à nouveau que je pense que la norme est indispensable pour créer de la confiance sur un certain nombre de sujets avec nos consommateurs, pour avoir un dialogue à peu près éclairé avec nos actionnaires sur la transition énergétique, les émissions de CO2. Il faut qu'on ait des normes, des cadres, qu'on sache. Mais on va en Europe dans l'excès de normes. La norme n'amène pas tout. Et la difficulté, c'est que quand on regarde les compétences de l'Europe, l'Europe n'a pas de compétences fiscales. Chaque État membre fait ce qu'il veut. Sur les aides d'État, elle a décidé de mettre en place des systèmes qui en fait limitent beaucoup la capacité des États à apporter un soutien. Hors de la recherche, en matière de recherche, l'Europe a des moyens très considérables. Mais hors de la recherche, très peu de moyens utilisés pour l'incitation. Et donc, du coup, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle produit de la norme. Et elle en produit à l'excès. Ouais. Mais il faut de la norme, c'est clair. Il faut définir ce que c'est que l'hydrogène vert. On peut le faire de manière simple ou compliquée. Je préfère effectivement qu'on le fasse de manière simple. Et puis ensuite, il faut des incitations. Et c'est ça qui fait défaut. Enfin, je me suis retrouvé dans un dîner avec la présidente de la Commission européenne il y a quelques semaines à Stockholm avec une dizaine de collègues grands dirigeants de groupes industriels européens. C'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit il faut avancer vite. Et moi, je suis parti j'ai développé l'exemple de l'hydrogène en disant que quand on ajoute tous les milliards qui sont présentés par la Commission européenne, qui sont là, semble-t-il, pour soutenir l'hydrogène, on se dit, au fond, c'est pas très différent de ce que les Américains font. Mais le mécanisme de mise en œuvre est infiniment plus compliqué. Mais elle peut pas avancer vite quand c'est vrai. Le ministre des Finances allemand, parce qu'il a un problème en Bavière, parce qu'il a peur que son parti disparaisse, va rayer d'un trait de plume ce qui est l'engagement le plus incroyable pris par l'industrie sur la motorisation des voitures. C'est ça qui s'est passé. Il faut qu'on retrouve, là je sors de mon champ de compétences, mais il faut qu'on retrouve un alignement fort entre la France et l'Allemagne sur ces sujets liés à la transition énergétique. Parce que Airbus, c'est ça. Reconnaisse... Quand on a commencé avec Airbus... oui, c'est parti sur le couple franco-allemand. Et un chef d'entreprise extraordinaire, Jean-Luc Lagardère en l'occurrence, et une volonté franco-allemande. Donc il faut qu'on retrouve cet alignement franco-allemand sur les sujets énergétiques en reconnaissant de part et d'autre nos différences. La France très dépendante du nucléaire, avec la volonté d'ailleurs, et qui me paraît très raisonnable, de continuer à développer notre parc de production nucléaire. L'Allemagne très dépendante au gaz, prête à verdir ce gaz, et donc du coup, les gaz renouvelables, biogaz ou hydrogène en Allemagne, c'est un sujet qui est important. Il l'est malheureusement un peu moins en France, même si chez Engie, on pense qu'on pourrait faire dans notre pays plus et mieux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette reconnaissance mutuelle. La France, entre nous, nos dirigeants politiques, le gaz, c'est pas leur truc. Oui, mais quand même. Les Allemands disent, oh là là, le nucléaire, c'est... Quand même. Parce que, on devait être optimiste, je suis pas sûr. Non, mais on va être optimiste. Moi, je suis optimiste. Mais quand même, ce qui s'est passé en un hiver, la façon dont la mobilisation européenne a réussi, en fait, à se passer du gaz russe, c'est la preuve que dos au mur, il se passe quelque chose. Absolument. Voilà. C'est la preuve que quand il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, un vrai alignement de volonté, on y arrive. Et par rapport aux questions que vous posiez sur le marché européen de l'électricité, ou d'ailleurs du gaz, il a plein de défauts. N'empêche que cette année, ces deux marchés, ils ont permis des échanges très efficaces qui ont fait que la France a importé de l'électricité allemande à un moment où il en avait besoin parce que ses centrales ne fonctionnaient pas. Et nous avons pour la première fois fourni du gaz aux Allemands parce que grâce à nos terminaux méthaniers, nous étions en mesure d'en importer beaucoup. Et donc ça, c'est la magie du tout à l'heure à François, mais quand vous dites ça, ceux qui sont hostiles au marché européen de l'électricité vous disent, vous confondez l'interconnexion et la fixation des prix. Vous pouvez tout à fait être interconnecté et que chacun se soutienne. Bien sûr, mais c'est pas pour ça que la mécanique de fixation des prix est pas absurde. C'est la mécanique de fixation des prix aujourd'hui qui fait que quand en France, on a besoin d'électricité pour assurer l'équilibre du réseau dans l'heure qui suit, il y a un signal prix qui fait démarrer la centrale à gaz, malheureusement peut-être encore à charbon en Allemagne, qui permet d'assurer
cet équilibre. Et franchement, je crois qu'aujourd'hui, moi je trouve que les propositions de la Commission européenne sont assez raisonnables, celles qu'elle a émises sur le marché de l'électricité. C'est dire à court terme, le signal prix il est absolument indispensable. Attendez, on va en parler pendant 20 minutes après, Jean-Pierre. À moyen terme, il nous faut des contrats de long terme. Voilà, on va parler des contrats pour différence avec François tout à l'heure. Oui, parce que il y a un moment d'ailleurs où vous dites, donc, vous refusez le déclinisme et vous dites par exemple ce qu'on est en train de nous raconter avec la voiture chinoise. Bah, moi, je l'ai vécu avec la voiture japonaise et on sous-estime en fait les capacités de résistance du continent. Moi, ce qui me frappe, c'est les capacités d'adaptation de l'économie, alors en particulier du secteur industriel, puisque c'est celui que je fréquente au quotidien, à ces très grandes ruptures. Quand le confinement a été annoncé, on avait l'impression que c'était une catastrophe, qu'on n'arriverait pas à faire fonctionner l'économie dans un monde dans lequel chacun restait chez soi. On a réussi à s'adapter remarquablement. La situation actuelle, moi j'avoue qu'à l'été dernier, moi j'étais très inquiet. On suit avec beaucoup d'attention les consommations de gaz par les grands acteurs. Je me souviens, vous le disiez franchement d'ailleurs, on avait discuté à ce moment-là. 30% de réduction en août, à partir du mois d'août, 30% de réduction de la consommation de ce qu'on appelle les gazos intensifs. Pour moi, ça voulait dire récession massive en Europe à échéance de quelques mois. C'est pas ce qui se passe. Et la différence, c'est quoi ? C'est un énorme effort d'ajustement. Ajustement collectif, économie d'énergie, on ne le dit pas assez. On a réussi à effet température constante, on a réussi à économiser à peu près 8 à 9% de l'énergie qu'on consomme en Europe. Alors, une partie forcée, ça coûtait trop cher, on ne pouvait pas se le permettre, particulièrement entreprises, mais une partie qui sont des décisions concrètes de meilleure utilisation de l'énergie. Donc ça, c'est très positif. Et puis après, on a cherché plein de choses. Engie, il était chercher du gaz là où il y en avait, on a fait fonctionner le stockage très efficacement, mais les industriels qui avaient en même temps des problèmes de supply chain, ils ont essayé de retrouver rapidement des options. Et Total a monté un terminal GNL en 2 temps 3 mouvements, à Dunkerque d'ailleurs aussi. Pas tout à fait en 2 temps 3 mouvements. Nos amis allemands, non, on le fait ensemble. Là, donc c'est pas une. Nous, on amène le tuyau et eux amènent le bateau. Enfin, en tout cas, on nous disait il faut 3 ans. On le fait en 18 mois. Les Allemands l'ont fait en 6 mois. Ouais. En Allemagne, il s'est passé plein de trucs assez étonnants dans cette période. Encore plus qu'en France, où on a dit attendez, réglementation, oui, mais avançons. Donc voilà, c'est cette énergie-là. Ouais, cette énergie-là, il faut essayer de garder au service d'une industrie européenne forte. Et moi, je suis convaincu qu'il y a la place pour ça. Maintenant, regardons ce qui se passe aux États-Unis de manière positive. Ce qui est en train de se passer, c'est que les Américains ont pris conscience, en tout cas sous l'actuel leadership démocrate, de la nécessité de s'engager dans la transition énergétique. Ils le font fortement. Ils le font au travers d'incitations. L'Europe cherche à le faire au travers de contraintes. Il faut que l'Europe adapte, au vu de ce qui s'est passé aux États-Unis, son dispositif. Il nous faut un peu moins de bâtons, un peu plus de carottes, et puis mais vous n'avez pas peur qu'ils soient moi j'entends, ils sont en train de siphonner l'industrie européenne. Moi, je dirais pas siphonner, mais en tout cas, ils sont en train d'offrir des conditions. Ce que vous enlèverez de votre bouquin, c'est le projet Nordvolt, par exemple, sur les batteries. Visiblement, il va partir aux États-Unis. Alors, c'est pas encore tout à fait fait, mais oui, effectivement. Mais oui, effectivement, sur certains sujets, j'ai un exemple peut-être, je vais pas le citer. Vous avez un exemple que vous voulez pas citer parce Non, mais un exemple, je vais la citer de manière très vague, mais un industriel américain de la chimie qui annonce il n'y a pas très longtemps un investissement significatif en Europe sur une chaîne, à mon avis, un petit peu stratégique liée à la transition énergétique, et puis qui, tout d'un coup, voit la réglementation européenne évoluer, le REACH, la modification de REACH, et qui dit non, mais c'est pas possible. Et puis un sujet d'ailleurs sur lequel la France a plutôt pris une position en pointe en disant on devrait interdire tel ou tel type de produit, et cet industriel américain tout d'un coup il se dit mais est-ce que c'est bien raisonnable. Donc oui, il y a des échecs, il y aura des échecs, mais je pense qu'il faut avancer, et même si on perd l'usine Norvolt, il faut qu'on soit capable de continuer à investir avec détermination dans la transition énergétique et climatique, et il faut que l'Europe, alors on a vu ces dernières semaines un certain nombre d'annonces qui me paraissent aller dans le bon sens. Voilà, mais c'est ça. On ne sait pas mettre en place des outils simples. On est aidé aujourd'hui sur nos projets hydrogène, mais on est aidé au travers de processus très complexes qu'on appelle des PIEC, des projets d'intérêt européen. Je ne sais même plus développer complètement l'acronyme. Moi aussi, à chaque fois, j'essaye de l'apprendre par cœur. Il y a 2 i au milieu. C'est long, 18 mois pour avoir une réponse. C'est incertain. C'est-à-dire qu'on lance le projet, on ne sait pas si on va avoir ou pas la subvention. Il y a plein de gens qui examinent le dossier, qui disent ouais, peut-être que vous devriez faire ceci, cela. Aux États-Unis, je lance le projet. Dès lors que je réponds à un critère simple, contenu en CO2 de mon hydrogène,
je reçois un crédit d'impôt, je mets ça dans mon business plan et je passe d'un projet qui est une bonne idée mais qu'on ne sait pas financer à un projet sur lequel on lance un investissement. Bon. Donc c'est dans cette voie qu'il faut aller. Et espérons que l'aiguillon, l'épée américaine, voilà, C'est ce que j'espère. un petit peu comme ce qui s'est passé avec le gaz russe, Absolument. va nous obliger à un sursaut et un rebond. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Donc Jean-Pierre Clamadieu, voilà, ça s'appelle donc l'Europe, avenir de l'industrie française, presque envie de dire envers et contre tout après cette interview. Voilà. Et maintenant on va parler du marché de l'énergie justement.